Bonjour à tous. Vous êtes 68 pour le moment. On espère qu'il y en aura un petit peu plus qui vont arriver, mais on sait qu'on a déjà sans doute les meilleurs d'entre vous. Donc, il est temps de commencer ce webinaire qui sera consacré à l'accompagnement des élèves ukrainiens. Alors, je vais d'abord juste me présenter. Je suis Christophe Moureau, je suis directeur de la FOSEF et je fais partie d'une équipe qui va animer ce webinaire pendant plus ou moins 1h15, 1h30. Tout ça dépendra aussi de votre interaction et de vos questions. Alors, vont se succéder dans l'ordre de passage Vincent Moineau, qui est conseiller au soutien et à l'accompagnement, donc les CSA, les enseignants, les anciens CP à Liège, Bernadette Plainevaux, qui est formatrice à la cellule de formation FOSEF, Jean Huberland, qui est conseiller technopédagogue, les CTP, qui vous accompagne depuis un moment. Et il y aura deux autres personnes que vous ne verrez pas. Il y aura une petite voix, celle de Benoît Quettels, qui posera les questions. Il est aussi CTP à Liège. Et Mathieu Deham, qui sera notre producteur, notre technicien qui gère tout ce webinaire. Donc voilà, merci déjà à eux pour le travail qui a été fourni. Alors, petite précision d'abord, ce webinaire sera enregistré et le replay sera disponible pour vous comme pour vos collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. On le postera dès demain sur la page Facebook de la FOSEF et dans le courant de la semaine prochaine, certainement, dans la salle des profs, sur la salle des profs, où il y a déjà quelques autres vidéos qui vous attendent. Alors, avant de vous parler du menu de la soirée, trois petites choses par rapport à des outils qui vont être utilisés ce soir. Le premier, c'est une partie de ce live qui est sur la droite de votre écran. Vous pouvez y accéder par la petite icône qui est au-dessus de votre écran, qui s'appelle questions et réponses, avec une petite icône avec un point d'interrogation. C'est là que vous pourrez poser vos questions et à différents moments de notre webinaire, Benoît sélectionnera les questions les plus récurrentes et nous ferons notre possible pour y répondre. Soyez indulgents, on n'aura pas les réponses à tout, mais on essaiera d'en avoir le maximum. Donc ça, c'est un des outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Et le deuxième, c'est un WooClap. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de mettre en place une certaine interaction entre les participants et les animateurs. Et donc, il y aura des questions qui vous seront posées. Alors, vous pouvez, je pense, c'est préférable, utiliser votre smartphone pour pouvoir y accéder. Ça vous permettra de suivre le webinaire avec votre ordinateur sereinement. Et pour ça, il y a un QR code que vous avez pu déjà scanner certainement au début de ce webinaire et que vous allez retrouver aussi dans cette fameuse annonce questions-réponses à droite. Vous pouvez copier-coller le lien et vous rendre donc sur ce WooClap. Alors, quand vous arriverez, quand vous aurez fait ça, vous arriverez à une page d'accueil et vous aurez 4 questions dans un premier temps auxquelles vous pourrez répondre le plus rapidement possible, mais sans trop non plus se dépêcher. En gros, ce sera le temps de mon intervention qui durera plus ou moins 5 minutes une fois que je rentrerai dans le vif du sujet. Et donc, mes collègues utiliseront vos réponses tout au long du webinaire pour pouvoir rebondir sur les réponses que vous aurez pu afficher. Je précise simplement qu'il y aura une 5e question, mais là, vous n'y répondez surtout pas maintenant. Vous la gardez pour la fin, puisque c'est une évaluation de ce webinaire qui est très utile pour nous. Voilà. Alors, voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que on n'a peut-être pas, dans le passé, été aussi en phase avec l'actualité par rapport à l'aide à apporter à des réfugiés. Donc, tant mieux, on se réjouit de l'engouement qu'il y a pour les réfugiés ukrainiens, mais ce serait intéressant de se dire que dans le futur, on essaierait d'avoir, et je parle de vous, de nous, du gouvernement, mais ils ne nous entendent peut-être pas, le même engouement pour d'autres enfants réfugiés qui viendront dans nos écoles. En tout cas, nous, on œuvre là-dedans vers ça depuis plus de 4 ans maintenant, à travers des formations, à travers du travail qui a mené à une brochure dont je vous parlerai tout à l'heure, mais ça me paraissait important de commencer par ce petit préambule. Alors, le webinaire aujourd'hui, pourquoi? Donc, 4 points. On va vous informer d'abord sur la spécificité de la situation scolaire des élèves ukrainiens. C'est vraiment l'actualité et c'est important de pouvoir vous aider dans l'urgence par rapport à cela.
Deuxièmement, échanger sur les priorités à mettre en place pour accueillir au mieux ces enfants et ces familles dans nos écoles. Leurs spécificités font qu'il y a des priorités à mettre par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place. Troisièmement, vous donnez des pistes didactiques et de ressources pédagogiques. Vous verrez, on ne va pas être avare en la matière, on va donner énormément d'informations là-dessus. On ne va pas faire une formation, c'est une séance d'information, mais vous verrez que vous aurez beaucoup d'outils que vous pourrez aller consulter par la suite. Et enfin, je vous l'ai dit, partagez vos questions et vos réflexions. Par contre, ce qu'on ne va pas faire ce soir, même si je vais vous mentionner une circulaire qui reprend des informations utiles, notamment pour vos directions, c'est vous parler de l'aspect légal administratif. Ce n'est pas du tout le cœur de notre métier ici, et donc on a vraiment décidé d'aller vers nos connaissances et nos compétences pour pouvoir vous aider. Voilà, alors au menu, on y vient. Donc, introduction et contextualisation que je vais faire dans quelques instants. Vincent s'occupera de l'accueil des élèves et des familles dans nos classes et nos écoles. Il parlera aussi du profil des élèves. Ensuite, ce sera à Bernadette, dans un premier temps, de parler des pistes didactiques et des outils divers que nous vous proposerons. Et Jean qu'on enchaînera avec des outils numériques, lui. Et enfin, je reviendrai en fin de webinaire pour vous partager des liens utiles. On les parcourra ensemble et pour une petite conclusion de ce webinaire. Voilà. Alors, contextualisation. Donc ici, je vous ai mis une petite citation qui fait partie de cette circulaire 85-17 que nous avons reçue en mars de cette année et qui avait été écrite par Caroline Désir. Donc je vous la lis simplement. En raison de la crise en Ukraine, de nombreux Ukrainiens ont commencé à arriver sur le territoire belge et cherchent des écoles pour scolariser leurs enfants. Ce mouvement devrait se poursuivre et s'intensifier dans les prochaines semaines. Ça, c'était la situation telle que décrite le 23/3. Et donc là, maintenant, on va simplement se poser où on en est, qu'en est-il maintenant? Voilà. Alors, pour commencer, quelques chiffres. Donc, ce sont des chiffres officiels en date du 26/4, donc très récents. 36 000 Ukrainiens sont réfugiés en Belgique, dont 13 500 enfants en âge d'être scolarisés, c'est-à-dire entre 3 et 18 ans. Si on se focalise sur les 13 500 enfants, 40% d'entre eux sont en région Wallonie-Bruxelles, 5 400. Les autres sont dans la partie flamande du pays. Il y a environ 2000 de ces enfants qui sont scolarisés. 2000 sur les 5 400. C'est peu. Ça fait 23% en maternelle. Je vous mets les chiffres en parenthèse. 49% en primaire et il y en a 28% au secondaire. Et enfin, selon les estimations, on pense que l'école francophone devra accueillir entre 11 400 et 39 700 élèves dans ses classes. Donc, vous l'avez compris, pour le moment, on n'y est pas encore. Tu étais un peu trop vite, Mathieu. On n'y est pas encore, mais on se projette dans le futur et on pourrait y arriver. Alors, je voudrais juste revenir sur un des aspects des chiffres que je vous ai donnés. C'est sur les 2000 enfants scolarisés. Alors, c'est moins que ce qui avait été prévu. Vous avez vu le petit message de Caroline Désir. On peut, je pense, expliquer ça par deux raisons. La première, c'est que énormément des familles se projettent sur un retour au pays rapide, dans un avenir proche, et donc ne pensent pas que la priorité est de scolariser leurs enfants. Et ce sentiment est certainement accentué par le fait que très rapidement, le gouvernement ukrainien a mis en place de l'enseignement à distance de très bonne qualité. Et donc, ces deux facteurs-là jouent certainement sur le fait qu'on a peu d'enfants à l'heure actuelle dans nos écoles. Voilà. Alors, vous parlez ensuite sur 3 slides, de 2 petites choses. Ce qu'on appelle le traumatisme de l'exil, d'abord pour les plus jeunes enfants, je vous parlerai après des parents. Alors, quelle est leur situation par rapport à ça? Bien, il y a une énorme perte de repères pour les enfants. Ils ont réellement besoin de retrouver une forme de réassurance, de se rassurer par rapport à leur vie. Le rythme de vie au quotidien a été complètement chamboulé et donc là, évidemment, ils ont besoin de retrouver quelque chose qui se rapproche le plus possible de la normale. Et donc ça, c'est une des préoccupations premières quand on accueille un enfant dans son école.
Il y a évidemment un sentiment d'insécurité, d'autant plus qu'ils sont confrontés à une autre langue. Ça, il ne faut pas minimiser ça. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà vécu ce genre d'expérience en étant à l'étranger, on le vit parfois quand on est en vacances, c'est plus confortable, mais quand on n'est pas dans une situation de confort comme ça, c'est très difficile, donc il faut vraiment en tenir compte. Et enfin, pour les enfants, il y a évidemment l'inquiétude pour beaucoup d'avoir laissé son papa au pays, et donc beaucoup de complications par rapport à ça. Alors, pour la dia suivante, on va parler du traumatisme de l'exil pour les parents, cette fois-ci. Deux choses particulièrement importantes à relever. La même chose que pour les enfants, l'inquiétude pour les femmes d'avoir laissé mari, fils, frère, amis au pays. Et deuxièmement, la plongée dans l'inconnu, un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et donc pour ça, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que l'école, c'est un véritable lieu de réassurance pour les parents. Et donc là, un petit conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment, quand vous êtes confronté à l'accueil d'un enfant, c'est d'inviter les parents à venir en classe pour les rassurer, car n'oubliez pas qu'ils confient leurs enfants à des inconnus pour eux. Et donc, de venir ne serait-ce qu'une heure dans votre classe pour voir comment ça se passe, voir comment vous accueillez leurs enfants, ça va les rassurer. Et deuxièmement, se dire que l'école, pour eux, c'est aussi une espèce de courroie de transmission de l'information sur le comment on peut les accompagner. Alors, peut-être que là, il y a un travail qui peut être fait éventuellement par le PMS de votre école. C'est juste une suggestion. Je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent faire ce travail, mais c'est peut-être une suggestion de récolter ces informations. Vous verrez que sur les différents outils qu'on vous donne, notamment le Padlet, il y a déjà des informations, mais il y en a certainement d'autres à les prendre par rapport à votre localité, à votre réalité géographique. Et donc, peut-être aussi qu'avec des outils dont on vous parlera plus tard, il pourrait être très utile d'aller traduire les informations que vous aurez recueillies en ukrainien. On a des outils qui pourront vous aider là-dedans assez facilement. Voilà, je vais en terminer avec une dernière dia. Vous parlez des enjeux prioritaires pour ces jeunes dans nos écoles. Je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, mais je voulais vraiment commencer ce webinaire en insistant sur ces 3 points-là qui sont primordiaux par rapport à ces priorités. Le premier, c'est faire en sorte que les enfants se sentent sécurisés. Et donc, la période d'accueil dont Vincent va vous parler juste après est primordiale. Donc, j'insiste vraiment sur cette partie-là. Faire en sorte de valoriser les enfants, valoriser leur langue, leur culture. On va leur proposer des choses par rapport à notre culture et notre langue, mais il faut aussi les entendre. Valoriser les efforts qu'ils vont éventuellement faire pour parler en français, et puis valoriser aussi leurs connaissances dans différentes disciplines, etc. Il n'y a pas que le français. Et enfin, une autre des priorités, c'est de poursuivre leur parcours de formation avec des jeunes de leur âge. Je vous parlais de la réassurance, de trouver un rythme proche de la normale, et bien on est en plein là-dedans par rapport à ces priorités. Ensuite viendra tout ce qui est apprentissage didactique et pédagogie dont Bernadette vous parlera après. Voilà. J'en ai terminé pour cette première partie et Benoît. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Christophe. Donc, comme expliqué au début de ce webinaire, nous vous proposons maintenant un temps de questions-réponses. Christophe, tu as vraiment été très clair parce que nous n'avons pas énormément de questions. Nous en avons cependant une. Donc, doit-on mettre les enfants dans la classe correspondant à leur âge alors qu'ils n'ont pas le même niveau de scolarisation en Ukraine? Oui. Alors là, ça va, il y a débat. Ça dépend aussi de ce que vous avez déjà comme organisation dans votre école. Si vous avez déjà un dispositif FLA, un dispositif d'ASPA, si vous avez des étudiants qui sont déjà confrontés à la même réalité, évidemment, il faut essayer de les mêler. Mais dans un premier temps, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se fier au niveau de français. C'est pas ça qui est le plus important, c'est le mettre, je l'avais mis dans les priorités, de les mettre avec des enfants de leur âge, pour pouvoir arriver à leur redonner cet équilibre, se donner ce rythme. Et il sera toujours temps, en septembre, s'ils sont toujours là, de pouvoir, à ce moment-là, via différents tests diagnostiques, de pouvoir essayer de les placer autrement par rapport à leur niveau de langue. Mais là, dans un premier temps, je ne pense pas que c'est la priorité. Mettez-les avec des enfants de leur âge et faites en sorte qu'ils soient sécurisés. C'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'ils ont, leurs besoins actuels. Voilà.
Ok, merci Christophe. Alors ne vous étonnez pas, donc certaines questions dont le sujet serait traité par les intervenants suivants seront posées par la suite. Il y en a une qui vient d'arriver, on y répondra par après. Donc on va continuer avec la personne suivante. Ouais, et je terminerai donc pour simplement commenter la première question qui vous avait été posée, ce qui vous motivait à venir à ce webinaire. Et donc on voit que massivement, c'est la première proposition qui a été retenue. Des élèves ukrainiens sont arrivés dans ma classe, dans mon école, et c'est ça qui motive ma présence aujourd'hui. On voit que les autres sont mentionnés, mais de manière moindre. Mais voilà, donc intéressant pour nous de savoir ça. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour ma partie pour le moment. Je vous retrouverai à la fin. Je vais donc laisser la parole à Vincent pour la partie sur l'accueil. Merci Christophe. Donc voilà la première question qu'on vous avait posée par rapport à ma partie qui concerne l'accueil et le profil des élèves ukrainiens, c'était de compléter la phrase par un adjectif. Accueillir et scolariser un élève ukrainien dans mon école, dans ma classe, c'est. Alors on voit que ça se contrebalance entre c'est enrichissant, c'est difficile, c'est déstabilisant, c'est compliqué, c'est riche. Donc voilà, on est vraiment sur les deux pôles d'une même échelle, hein, entre difficile et compliqué, enrichissant, challengeant, bienveillant. Voilà. Donc on sent toute la tension et toute la richesse que ça peut apporter, mais aussi tout le désarroi pédagogique dans lequel on peut se trouver si on n'est pas dans des structures qui existent déjà. Alors, nous avions posé une deuxième question qui était, selon moi, un élément incontournable, avec un mot, un élément incontournable lorsqu'on accueille un élève qui ne parle pas notre langue, c'est, et le mot principal qui revient, c'est la bienveillance, c'est le bien-être, c'est aussi avoir des outils. Et donc, effectivement, moi, je vais vous parler de cet aspect de bienveillance et de bien-être, hein, donc d'accueil de ces élèves, et Bernadette poursuivra avec tout l'aspect outillage. Donc, je pense qu'on va pouvoir apporter certaines réponses à vos questions. Voilà, donc pour ma part, moi, je vais aborder deux volets. D'abord, Mathieu, tu peux revenir à la dia précédente, s'il te plaît. Merci. Je vais d'abord vous parler de l'accueil des élèves ukrainiens, des enfants ukrainiens, et puis je vous parlerai aussi de leur profil scolaire. Tout d'abord, peut-être une précaution oratoire. Donc, dans ma partie, on va parler de langue, dans celle de Bernadette aussi. Quand on aborde le monde scolaire, la langue, on peut la voir sous trois aspects. La langue qui est dite familière, langue quotidienne, autrement dit la langue dans laquelle les élèves vont s'adresser à leurs amis, dans la cour de récré, dans les échanges informels entre élèves ou avec le professeur. Le deuxième type de langue, c'est tout ce qui est langue institutionnelle, langue administrative, ça concerne les documents officiels, hein, règlement d'ordre intérieur, bulletins et autres. Et la troisième langue, le troisième aspect de la langue, c'est le volet beaucoup plus apprentissage. Donc, moi, je vous parlerai essentiellement, quand vous entendrez le mot langue, de celle qui est familière, qui va permettre aux élèves d'accrocher au monde scolaire et peut-être un peu aussi de la partie administrative. Bernadette ira plus sur l'aspect apprentissage. Alors voilà, accueillir et scolariser des enfants ukrainiens, bien sûr, ok, ça va de soi, ça semble assez naturel d'accueillir tout enfant dans son école, mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il des conditions indispensables pour que cette scolarisation soit une réussite? Alors, quand on regarde un petit peu la littérature sur le sujet, on se rend compte que finalement, il y a lieu de prendre d'abord conscience d'un certain nombre de choses, de prendre conscience sur le plan humain, prendre conscience que cet enfant qui arrive dans notre école a vécu des choses et qu'il en vit encore, hein, sur ce plan humain. Prendre conscience que sur le plan cognitif, ces élèves n'arrivent pas de nulle part avec un bagage scolaire nul. Ils ont un bagage scolaire assez conséquent. Ils ne partent pas de rien. Et prendre conscience aussi que peut-être au niveau de notre structure scolaire, de notre organisation, il va falloir peut-être bouger les lignes et essayer de voir les forces vives dont on est en présence pour pouvoir réorganiser notre école et répondre au mieux à leurs besoins.
Donc, on pourrait finalement synthétiser tout ce contenu, toutes ces prises de conscience et toutes ces actions dans le tableau qui suit. Vous avez la référence du livre duquel ce tableau est issu en bas de page. On peut prendre conscience, je vais pointer quelques éléments seulement, hein, sur le plan humain, prendre conscience déjà qu'avant d'être un élève, c'est d'abord un enfant qui a puisqu'il vient d'une crise de guerre en Ukraine, qui a un parcours traumatisant, qui a eu et qui a toujours peut-être encore ce parcours traumatisant, prendre conscience que quand il va arriver dans votre école, il est dans une solitude langagière, donc il arrive dans un environnement qu'il ne va pas comprendre, et donc au niveau de la langue, donc voilà comment est-ce qu'on peut agir pour essayer de le sortir rapidement de cette solitude. Prendre conscience sur le plan cognitif que l'immersion totale, c'est épuisant. Remettez-vous peut-être en situation dans vos dernières vacances, quand vous êtes allé dans un pays étranger dans lequel vous ne parliez pas la langue. 3-4 minutes pour essayer de commander son sandwich à midi, on se rend déjà bien compte que c'est assez complexe de se faire comprendre. Alors imaginez un enfant qui est assis sur une chaise pendant 8 heures d'affilée, et ce tous les jours de la semaine. Donc c'est extrêmement épuisant au niveau des circuits neuronaux. Et peut-être sur le plan organisationnel, je pointerai une des questions qui a déjà été posée. Hein, faut-il regrouper ces élèves ou les mettre dans une classe d'âge ou bien faire un mix des deux? En tous les cas, on voit bien qu'il va falloir réfléchir en équipe et agir sur la structure de l'école pour répondre au mieux possible aux besoins d'apprentissage de ces élèves. Alors, moi, je vais me centrer, donc tu peux revenir à la dia précédente, s'il te plaît. Merci, voilà. Je vais me centrer, moi, sur le plan humain. Donc, on se rend bien compte que la priorité des premiers jours, voire des premières semaines pour certains enfants, elle ne sera certainement pas centrée sur les contenus d'apprentissage propres. Elle n'est pas nécessairement pédagogique, la priorité. Elle est bien d'abord liée au relationnel et à la réassurance. Ces enfants sortent d'un conflit de guerre. Et donc, c'est bien de cela qu'il s'agit d'abord pour qu'ils puissent après rentrer au mieux et de manière la plus efficace possible dans les apprentissages. Et donc, il s'agit de prendre conscience et d'agir sur le plan humain, autrement dit de les accueillir, hein, comment faire de cet accueil une étape favorable. La FEDEFOC a réalisé récemment une brochure qui était intitulée Quelles pratiques d'inclusion pour soutenir les compétences langagères des élèves. Cette brochure, elle est issue de paroles d'experts et d'acteurs de terrain qui ont été interrogés. Et elle se veut à la fois un support théorique et un support pratique pour vous soutenir dans l'accompagnement, dans votre accompagnement de ces élèves qui maîtrisent peu ou pas la langue française. Dans la première partie qui concerne l'accueil, vous pourrez y retrouver quelques balises à épingler. Elles se trouvent sur le site de la salle des profs. Hein. Les balises à épingler sont créer du lien et un sentiment d'appartenance, comprendre le parcours de cet élève, parcours humain et scolaire de cet élève pour assurer de la stabilité et aussi sortir cet enfant de sa solitude langagière et, in fine, mettre l'enfant en action. Alors, pas d'ordre chronologique à tout ça, hein, donc on va le détailler et on va voir un peu ensemble quelques exemples pratico-pratiques. Voilà, alors peut-être qu'on va enfoncer des portes ouvertes. Je dirais tant mieux, puisque finalement, si on enfonce des portes ouvertes, c'est que vos réflexions et vos actions, elles sont déjà quelque part pensées et pertinentes. Donc voilà, tant mieux si on en enfonce, et tant mieux aussi peut-être si vous prenez quelques infos au passage ou quelques exemples que vous pourriez mettre dès demain en place dans vos classes, dans vos écoles. Donc la première balise, c'est créer du lien et un sentiment d'appartenance. Donc, par exemple, en intégrant l'enfant dans la collectivité, on pourrait imaginer réaliser une photo avec le groupe classe ou bien écrire et dire bonjour dans toutes les langues de la classe. Je fais rapport à l'éveil aux langues et à son fabuleux programme et riche en activités. On pourrait aussi apprendre quelques mots en ukrainien pour pouvoir échanger avec ces élèves ukrainiens et les sortir de cet isolement langagier dans lequel ils se trouvent les premiers jours. Deuxième plus, on pourrait aussi accorder de l'importance à leur personne, par exemple en lui souriant, en lui parlant, en l'appelant par son prénom, en lui assignant peut-être un adulte ou un enfant de référence vers lequel il pourrait se tourner pour pouvoir répondre à certains besoins, ou encore en laissant peut-être une place à sa culture, qu'il nous explique un jeu pour la cour de récréation ou qu'ils apprennent un chant en ukrainien. Ce serait en tous les cas lui accorder de l'importance.
Aménager l'espace, marquer peut-être symboliquement son arrivée en classe, afficher son prénom sur son banc symboliquement, ou bien un poster de bienvenue au mur. Peut-être aussi un marquage symbolique pour identifier en différentes couleurs les différents espaces de travail dans la classe. Lui donner des repères pour qu'il puisse s'apprivoiser dans cet environnement proche, c'est-à-dire peut-être visiter la classe avec lui en nommant les différents lieux, visiter l'école, visiter le quartier, rencontrer l'équipe éducative ou en tous les cas, à minima, rencontrer les personnes avec lesquelles il va être en contact directement. Je pense aux profs de gym, je pense aux surveillants qu'il va côtoyer fréquemment. Et pour finir, bien peut-être l'aider à s'approprier les règles de l'école, autrement dit, installer le vocabulaire nécessaire ou des pictogrammes qui lui permettront de comprendre ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et en quel lieu il peut le faire ou pas. Deuxième balise, comprendre son parcours. Là, on est plus au niveau des adultes, comprendre son parcours et la raison de son arrivée en Belgique. Autrement dit, s'informer sur ce que vit sa famille qui est en exil. Une famille en exil, c'est une famille qui vit un déracinement, qui vit une séparation douloureuse. Le père est certainement resté en Ukraine pour combattre, la peur de ne pas pouvoir rentrer chez elle aussi. Donc tout cela, ça engendre des traumas passés et voire présents. Et donc, il y a une série de balises qu'il faudrait peut-être mettre et prendre en considération. Par exemple, éviter d'utiliser avec ses enfants le mot réfugié ou d'autres termes assimilés, puisque d'après les enquêtes, on entend que ces personnes se disent stigmatisées, qu'elles ont l'impression qu'on leur met une étiquette. Éviter dans un premier temps aussi peut-être d'aborder des sujets tels que la maison, la famille, les événements, la guerre en Ukraine, éviter peut-être la lecture de livres qui sont avec des sujets trop prégnants et trop difficiles. En maternelle, éviter peut-être aussi des jouets qui ont des sons trop bruyants comme voitures avec sirène et autres. Tout ça pourrait ajouter au stress et au trauma déjà existant. Ensuite, négocier des lieux sécurisés, donc avec l'enfant, essayer de déterminer, de négocier un lieu dans la classe, dans la cour, dans l'école, un lieu où il peut se rendre en cas de besoin, une activité physique, une activité artistique dans laquelle il pourrait se plonger pour retrouver du calme, de la sérénité et éventuellement s'isoler puisque le bain langagier est épuisant. Découvrir aussi son parcours scolaire pour être au plus près de ses besoins et associer les parents, donc c'est-à-dire voir de quelles ressources ils disposent déjà, les entendre sur leurs attentes, mais également exprimer les attentes de l'école et peut-être leur permettre dans un premier temps, les premiers jours, d'accompagner l'élève en classe pour assurer la transition. Troisième balise, sortir l'enfant de sa solitude langagière, donc en rendant l'implicite explicite, autrement dit, tout ce qui nous semble naturel n'est pas nécessairement naturel pour l'enfant, donc le rendre explicite permettrait d'éviter pas mal de malentendus, utiliser un maximum de non-verbal qui est centré sur l'essentiel, tout ne doit pas être appris en 3 jours. Peut-être construire un kit d'accueil avec dans ce kit le plan de l'école, le nom des personnes de l'école, les fonctions, un carnet de vocabulaire imagé qui permet d'être tout de suite au concret. Penser la communication avec la famille, je pense notamment à Classe Dojo ou Google Translate pour pouvoir rentrer dans les 2 langues rapidement en communication. Faire appel à des personnes ressources, un traducteur. Je pense aussi aux ASBL qui sont proches de votre école, donc peut-être utiliser les ressources locales déjà existantes. Une application de traduction, dans Uberlan, on vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et également se centrer sur la communication familière, c'est-à-dire peut-être dans un premier temps se centrer sur les émotions, sur le vocabulaire des émotions, sur le matériel scolaire dans les tout premiers jours pour que voilà, il y ait un point d'accroche rapide. Ensuite, mettre l'enfant en action, c'est-à-dire avoir des rituels de participation, je pense à la comptine de début de journée, je pense aussi au calendrier, à la météo, activités dans lesquelles l'enfant pourra très rapidement s'inscrire. Ne pas hésiter à souligner souvent ces petites victoires régulièrement, ces petites victoires pour que ça puisse contribuer au renforcement de son estime de lui. Vivre la classe de manière coopérative et solidaire, autrement dit, plutôt penser à
favoriser le plus possible les interactions avec les autres enfants et en tant qu'enseignant se mettre peut-être un peu à distance et intervenir seulement si nécessaire pour que l'enfant puisse vraiment trouver du plaisir à être dans son groupe classe. Intégrer l'éveil aux langues, hein, donc j'en parlais tout à l'heure, le programme d'éveil aux langues regorge d'activités qui permettent de vivre ce multiculturalisme et ce plurilinguisme, et peut-être aussi accepter que l'enfant décroche de temps en temps, s'inscrive dans une autre activité que le groupe classe, puisque l'immersion linguistique, c'est épuisant. Alors, quelques attitudes à éviter, par exemple, conseiller aux parents de parler français à la maison. C'est vrai que c'est une tendance qu'on a peut-être d'invoquer cet argument, mais on se rend compte que s'appuyer sur des structures langagières dans leur langue maternelle, autrement dit en ukrainien, structure langagière bien construite, est bien plus porteur que de s'appuyer sur un français qui est plus qu'approximatif. Donc laissons-les parler dans leur langue d'origine, bien entendu. S'appuyer en permanence sur un autre élève qui maîtrise l'ukrainien, ok, bonne piste, effectivement, bien sûr, ça faciliterait les premiers échanges, mais tous deux doivent aussi apprendre la langue de scolarisation dans laquelle ils sont, et donc c'est bien nous, en tant qu'enseignants, qui sommes les professionnels et responsables de cet apprentissage. Ce n'est pas nécessairement un autre élève, bien qu'il peut faciliter, bien entendu, l'apprentissage. Parler de l'enfant en sa présence sans qu'il comprenne de quoi il s'agit, on est entre adultes, on parle de l'enfant, l'enfant il aura des difficultés à interpréter cette situation. S'il n'y a pas une communication directe avec lui, un non-verbal qui est appuyé et qui est rassurant. Donc, surtout insister sur le non-verbal. Alors, quel est le deuxième volet? La spécificité des élèves ukrainiens, cette situation scolaire. Eh bien, on se rend compte que le système éducatif ukrainien il est assez similaire au nôtre. Autrement dit, le pouvoir régulateur il fixe des objectifs et des priorités, et les écoles, en autonomie et en responsabilisation, doivent les mettre en œuvre. Que le niveau d'enseignement ukrainien il est très bien classé au niveau de l'OCDE. 80% des enseignants ont un master. On se rend compte aussi que l'enseignement à distance est de qualité. Donc, Christophe expliquait que certains enfants, certains élèves suivent cet enseignement à distance sans être scolarisés dans nos écoles. La section maternelle est peu représentative dans les milieux ruraux et que les langues en Ukraine sont au nombre de 14, mais que la langue officielle, fatalement, c'est l'ukrainien. Mais on retrouve d'autres langues minoritaires telles que le russe, le polonais, etc. etc. Donc, ce sont des élèves qui nous arrivent déjà avec un bagage et un plurilinguisme très riche. C'est une richesse. Il ne faut pas nécessairement le voir comme une fragilité, c'est plus qu'une richesse. Alors, les élèves ukrainiens que nous accueillons, ils ont été scolarisés jusqu'en janvier, ce qui signifie que la coupure finalement avec le monde scolaire, elle n'est pas effective depuis longtemps. Donc ces élèves, ils arrivent avec un bagage réel scolaire, ils connaissent leur métier d'élève, ils savent ce que c'est être élève dans une école. Ce qu'on sait aussi, c'est que la langue principale parlée, la seconde langue principale parlée, soit dans le primaire, soit dans le secondaire, c'est l'anglais, suivi de l'allemand et du français en plus faible mesure, mais donc il y a peut-être possibilité aussi d'échanger en anglais. Et donc le système éducatif ukrainien, il est opérationnel. Il est donc, le métier d'élève est donc présumé acquis. Alors, certes, les élèves qui vont arriver dans nos écoles ou qui arrivent dans nos écoles ne maîtrisent pas le français ni à l'oral ni à l'écrit, mais ils maîtrisent bien les structures langagières de leur langue d'origine. Donc, ils ont bénéficié d'une scolarité régulière, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec tout type de réfugiés qui arrivent dans nos écoles. Donc voilà, on peut s'appuyer largement là-dessus. Benoît? Oui, donc Vincent, j'ai ici deux questions qui vont dans le sens en fait du bien-être des enfants, en lien aussi avec la difficulté du fait qu'ils ne parlent pas la même langue. Donc comment veiller au bien-être des enfants quand on ne parle pas la même langue, pas d'aspin ou autre dans l'école. Et aussi quelqu'un qui dit il est difficile d'être délicat dans le partage de son vécu avec cette barrière de la langue. Donc on entend, mais je pense que tu as déjà donné pas mal de pistes pendant ton intervention, mais si tu vois quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Non, je remettrai en évidence vraiment le groupe classe, hein, que l'élève se sente vraiment accueilli dans un groupe classe avec toutes les interactions possibles, donc le vivre de manière le plus solidaire et la plus coopérative possible avec les autres élèves de la classe. Je pense que
fort de cette appartenance à un groupe, l'enfant se sentira plus en sécurité. Ok, merci Vincent. De rien. Voilà, bonsoir à tous. Eh bien, donc moi, je vais aborder le 4e volet, donc les pistes didactiques et outils pédagogiques. Pendant mon intervention, donc, je vous présenterai quelques outils et pistes concernant donc la didactique. Beaucoup d'entre eux se retrouvent notamment sur le Padlet que Christophe vous présentera en fin de ce webinaire, mais également dans la salle des profs et les programmes. Donc, je tiens à préciser que je ne m'attarderai pas sur ceux-ci. Donc, il ne s'agit bien sûr que d'une information et non d'une formation. Et donc, à la fin de ce webinaire, vous pourrez voir un peu où il se trouve à l'intérieur donc de différents outils comme le Padlet et salle des profs. Alors, on entend parler de certains acronymes. Hein. On en connaît déjà un qui est le FLA, qui est apparu donc depuis peu dans nos écoles. Mais il y en a d'autres aussi qui gravitent un peu autour, comme notamment le FLE, le DASPA, le FLESCO, le FLM, le FLS et un dont vous allez entendre parler aujourd'hui est le CECRL. Mais finalement, que veulent dire ces acronymes et quels sont les types d'élèves, quel type d'élèves a-t-on rencontré à l'intérieur finalement de certains types de français ici? Donc, je propose peut-être de voir un peu au niveau du WooClap, voir un peu ce que vous y avez mis. Alors, je vois que 38% d'entre vous disent qu'un élève américain qui veut apprendre le français serait dans le FLE. Que 14% pensent qu'un primo arrivant est dans le FLS. Donc, pour l'instant, je vois que quand même, ça reste assez faible. Or, on va voir que pour le FLS, ça concerne la majorité des élèves là, qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle. Et le FLE, en effet, là, le petit Américain qui voudrait aller chez ses grands-parents en France et les parents qui décident finalement qu'il a de le mettre peut-être à l'Alliance française pour apprendre le français, pour mieux communiquer lorsqu'il ira en France, fait bien partie du FLE, français langue étrangère. Donc, on voit également 57% ont vraiment bien ciblé le FLA, français langue d'apprentissage, qui est bien sûr le dispositif qui accueille des élèves vulnérables au niveau de la langue française. Et nous aurons aussi à l'intérieur même des allophones. Et puis, tous les élèves scolarisés sont bien au niveau du français, langue de scolarisation. Donc, on va repasser en revue un peu toute cette explication. Voilà, donc dans la dia suivante. Et là, on retrouve en effet le français langue étrangère. Donc, ce sont bien ces élèves, ces enfants qui vont apprendre la langue française pour peut-être parce qu'ils vont se rendre un jour en France pour pouvoir mieux communiquer, mais ils ne vont pas l'exercer dans leur sphère sociale. Donc, c'est bien le cas de ce petit Américain ou un Italien. Il ne va pas avoir la possibilité, en dehors de l'école, de pouvoir et de sa maison, de pouvoir l'exercer. Le deuxième, donc le français langue seconde, donc là, ça concerne bien tous les allophones qui sont dans vos classes. Et là, notamment, le français est langue seconde. Pourquoi? Parce que initialement, ce n'est pas leur langue maternelle et le français est bien parlé chez nous, en Belgique, en Wallonie, et à Bruxelles dans la sphère sociale. Et puis le dernier, le FLESCO, français langue de scolarisation, il va falloir là apprendre cette langue spécifique, hein, qui est vraiment la langue outil que l'on apprend à l'école, qui est tout à fait différent de la langue maternelle. Et là, on va devoir à un moment donné faire des ponts avec cette langue et avec sa langue maternelle et on verra comment le faire un peu plus loin. Et donc, cette langue outil, ça va lui permettre de réussir scolairement. Et on en donnera une définition de cette langue de scolarisation un peu plus loin.
Alors, si vous voulez, bien sûr, en savoir un peu plus, vous verrez que dans la salle des profs se trouve un document dans l'onglet FLA. Alors, ici, évidemment, on se focalise un peu plus sur l'élève ukrainien puisque c'est le thème de notre webinaire. Je sais que vous avez aussi d'autres élèves qui ont des spécificités aussi dans leur langue. Donc, ici, pour un Ukrainien, ce qui va être compliqué dans un premier temps, c'est de se faire comprendre et de communiquer, surtout s'il ne connaît rien au niveau de la langue française, de prononcer peut-être un mot correctement parce qu'il y a peut-être des sons de la langue française qui n'apparaissent pas dans leur langue, de confondre aussi les sons. Par contre, il faut savoir que dans la langue ukrainienne, il n'existe pas de déterminant d'article et donc automatiquement, c'est absent de leur langue. Il faudra alors leur apprendre et ils ne connaissent pas non plus les lettres de notre alphabet puisque leur alphabet, l'alphabet cyrillique, est différent du nôtre et le verbe être comme verbe copule, par exemple, le chat est parti, pour lui, il dira le chat parti. Donc, il faudra lui enseigner par la suite un peu tout ça. Et la découverte de l'école, là-bas, vous avez vu que je veux dire, dans les régions un peu plus rurales, les écoles maternelles sont absentes. Donc, ça peut arriver que vous ayez un élève qui ait 6 ans et qui n'ait jamais été scolarisé. Donc, il faut en tenir compte, bien sûr. Alors ici, c'est un document qui se trouve dans le Padlet que vous pourrez retrouver notamment et c'est vraiment un document qui va être essentiel dans un premier temps. Pourquoi? Il concerne donc le CECRL, vous vous souvenez l'acronyme qu'on a vu précédemment, le cadre européen commun de référence pour les langues. Alors ici, c'est un document qui va vous permettre d'avoir une base commune pour l'acquisition donc de la langue afin de pouvoir mieux communiquer. Donc, c'est le seul référentiel qui reprenne à la fois un vocabulaire spécifique, des balises qui vont permettre d'aller chercher certains éléments à leur apprendre dans un premier temps pour pouvoir communiquer avec leur père, avec les adultes qui gravitent autour de lui à l'école et qui lui serviront aussi dans sa sphère sociale, ici en Belgique. Et il présente également, vous voyez ici, une échelle qui permet notamment de peut-être situer l'élève, de voir un peu ce qui est défini en termes d'acquisition. Donc, on voit pour un débutant A1 et il faut savoir que ce qui est notamment qui devrait être acquis en 6e primaire pour un élève dont la langue française est sa langue maternelle serait le niveau B2. Évidemment, la plupart de vos élèves qui ne parlent pas du tout la langue française, mais on ira d'abord vers le niveau A1. Donc, je vous conseille vraiment d'aller consulter ce document qui vous indiquera déjà vers quel type de vocabulaire il faudrait aller dans un premier temps. Français, langue de scolarisation, on en a parlé, c'est vraiment cette langue outil qui, bien sûr, est destinée à tous les élèves scolarisés pour réussir scolairement et on va retrouver 3 grands points. Donc, ça veut dire que là, c'est le langage que l'on va retrouver dans toutes les disciplines avec un vocabulaire spécifique qui va concerner tous les discours, tous les savoirs, les définitions. Donc, c'est pour avoir une accessibilité au niveau donc de ce vocabulaire. C'est un vocabulaire d'ailleurs qu'on va retrouver aussi bien en mathématiques, en éducation culturelle artistique, en psychomotricité. Et puis, c'est tout ce langage aussi qui concerne la structuration de la pensée. Quand on demande aux enfants de comparer, de faire des liens, de catégoriser toutes les démarches mentales, eh bien, on est vraiment dans un vocabulaire que l'on parle à l'école. On ne va pas parler du même vocabulaire à la maison. Et puis, on a bien sûr tout ce qui concerne la métacognition. Donc, c'est au moment où il doit exprimer sa pensée, il doit expliquer comment acquérir bien sûr ce vocabulaire-là, on va lui enseigner. Et puis le troisième, on sait que c'est une grosse difficulté pour la plupart de nos élèves. Donc, imaginez pour des élèves qui ne parlent pas la langue française, ce sont toutes les
le vocabulaire qui concerne les consignes, qui va lui permettre justement de retenir, de s'entraîner à acquérir des savoirs, des procédures et qui va lui permettre par la suite de devenir un peu plus autonome dans ses apprentissages. Donc, dans un premier temps, on va se focaliser langage de communication avec les socles du CECRL et puis par la suite, eh bien, on s'orientera en effet vers ce vocabulaire de scolarisation. Alors, ce vocabulaire de scolarisation que l'on retrouve au travers ici de divers exemples, mais quand on doit expliquer une procédure, hein, on doit notamment, voilà, on a des démarches à mentionner. Quand on doit expliquer, découvrir aussi un procédé de calcul mental, là aussi, derrière est caché un langage bien spécifique. Quand on doit relater une expérience scientifique ou quand on observe une œuvre d'art, et qu'on doit la critiquer, quand on rédige ou qu'on doit donner un compte rendu d'une sortie, ou même quand on lit un document historique et l'analyser. Donc, ça demande finalement une compréhension et une représentation de ce vocabulaire-là. Alors, tout ce vocabulaire, eh bien, il est présent mais dans vos programmes. Il est présent dans vos programmes au travers donc de termes spécifiques dans toutes les disciplines. Et là, il suffit d'aller les consulter pour voir vers lesquels finalement développer auprès des élèves en fonction donc du niveau. Un document qui se trouve également dans le Padlet est celui-ci. Alors, je sais que, enfin, dans une des questions que j'ai vues apparaître, on dit oui, mais moi, mon élève ukrainien, il parle russe. Et en effet, on a vu qu'en Ukraine, on ne parlait pas uniquement l'ukrainien. Et on sait qu'à la frontière russe, ils parlent plus le russe que l'ukrainien. Eh bien, il existe un document et ici, il est présenté, donc, je veux dire, il concerne la langue ukrainienne qui présente des spécificités de cette langue. Mais vous pourrez consulter, j'ai remis notamment un document où on peut aller voir dans toutes les langues. Donc, notamment, vous pourrez consulter aussi les spécificités de la langue russe. Et puis, un autre document ici où on voit les sons de la langue française qui n'apparaissent pas dans les langues, notamment dans la langue ukrainienne, dans la langue russe, mais aussi ça pourra vous servir pour d'autres élèves dont la langue française n'est pas leur langue maternelle. Alors, bien sûr, ils ont des difficultés pour acquérir cette langue française, mais il y a aussi des facilitateurs. Et Vincent en a parlé en disant qu'étaient présents en Ukraine de nombreuses langues qui coexistent. Et donc, c'est bien sûr un avantage, ce plurilinguisme, puisqu'on entend différentes sonorités. Et donc, ça ouvre finalement l'oreille à entendre différents sons. Et notamment, peut-être, donc c'est une valeur, je veux dire, c'est quelque chose à tenir compte pour pouvoir, en se disant que c'est une richesse et ça leur permet on dit toujours un élève plurilingue aura des facilités à apprendre une nouvelle langue puisqu'il est baigné justement dans toutes ces sonorités. Alors, là aussi, Vincent en a parlé, la langue ukrainienne, finalement, elle a la même structure que la langue française. Donc ça, c'est facilitateur pour nous, puisque quand on va comparer sa langue avec la nôtre, eh bien, on va voir plein de similitudes finalement. Puis les codes scolaires sont proches des nôtres aussi, donc ça aussi. Et donc finalement, à l'école, il va reconnaître certaines choses qu'il a vécues dans son école. Et puis, il faut savoir qu'ils adorent la culture française. Donc le français, on l'entend malgré tout au travers de chansons. Et c'est une des langues qui est une langue étrangère qui est la plus parlée en Ukraine. Donc voilà, ces enfants ont peut-être déjà été baignés aux sonorités de la langue française. Alors, ici, je vais vous parler par la suite, juste après, d'une didactique spécifique pour ces élèves. On a vu qu'on va travailler le français langue de scolarisation, avant ça la langue de communication, et cette didactique, elle est notamment basée sur 4 approches. Une approche
pragmatique de la langue qui va être là orientée un peu plus comme le FLE. Donc, une approche pragmatique, ça lui permet justement de communiquer avec les autres. Alors, on a aussi cette approche discursive de la langue scolaire. Donc, langue scolaire, c'est le FLESCO et c'est tous les usages scolaires, hein, les pratiques langagières que l'on a, les interactions qu'on va avoir avec l'élève et tout ce qui concerne le français langue de scolarisation que l'on a vu précédemment. Et puis, on va avoir une approche plus métalinguistique et d'où la comparaison avec leur langue maternelle va être intéressante pour pouvoir justement voir les similitudes et les différences. Et puis, des techniques d'alphabétisation seront nécessaires puisque je vous rappelle que leur alphabet, l'alphabet cyrillique, qui est différent du nôtre. Donc, il y aura tout un apprentissage avant ce passage finalement à l'écrit. Donc, voilà la présentation ici que je vous ai faite en fonction que je vous ai montré au niveau des 4 approches. Donc, on va se baser à la fois sur la didactique du FLE, les approches discursives, l'alphabétisation et la comparaison donc avec sa langue. Alors là, voici cette didactique spécifique. Cette didactique spécifique que vous allez pouvoir retrouver dans la salle des profs et qui vous est présentée en détail. Donc, vous voyez, il y a des étapes à respecter. Donc, on parle de présentation, bien sûr, une évaluation diagnostique et on en parlera un petit peu plus loin. On va présenter les choses de manière orale, le vocabulaire, par exemple, de manière orale. On va prendre un temps un peu plus long. Voici au niveau de la compréhension, puis produire par répétition, et puis ensuite une production autonome, et puis on passera à l'écrit, et là on passera aussi des étapes qui sont là à respecter en effet dans l'ordre. Et au travers de ça, on voit apparaître notamment des rituels qui sont rassurants, des phases d'accueil qui vont permettre aux enfants d'être rassurés, de savoir ce qui va arriver. Et puis cette réactivation, c'est-à-dire pour permettre finalement cette accessibilité à la mémoire à long terme, cet encodage, eh bien, il va falloir rappeler les choses. Tout ça est bien sûr explicité au travers de certaines fiches que vous pourrez consulter dans la salle des profs. Et donc, on voit ici dans l'onglet FLADASPA, voilà, j'ai encadré un peu les fiches qui étaient là vraiment basées sur la didactique. Quelques petits outils que je suis allée identifier au travers donc des fiches qui se trouvent sur la salle des profs. Il y en a bien sûr encore d'autres. En voici un notamment, les 5 au quotidien. Ça veut dire que vous allez vous construire une petite boîte dans laquelle on va y mettre des éléments qui vont permettre de réactiver aussi, mais ça peut être aussi un petit rituel. Ça veut dire que l'élève sait que quand on va arriver dans la classe, ben, on va faire un petit jeu qui va rappeler le vocabulaire. Tiens, on peut aller évidemment dans tous les sens. Ça peut être au départ sur un langage de communication, 5 vêtements. Ça peut être 5 lieux de la classe, 5 coins de la classe, 5 lieux de l'école. Et puis, on va aller sur un vocabulaire beaucoup plus spécifique aux disciplines. Donc là, 5 quadrilatères, 5 solides, 5 triangles, etc. Donc là, ça va être vraiment à construire en fonction du vocabulaire que ces élèves auront pu acquérir, auront pu voir durant la scolarité. Alors, les flashcards, ça va être votre ami. Pourquoi? Parce que ces flashcards vont illustrer le vocabulaire qu'on veut leur apprendre. Parfois, il existe des mots plus compliqués et en l'occurrence pour ces élèves, le fait d'avoir quelque chose de visuel, mais il va pouvoir faire sens à ce qu'il connaît peut-être déjà dans sa langue. Ces flashcards, dans un premier temps, seront axés sur le langage de communication, donc les espaces de la classe, le matériel scolaire, pour se dire bonjour, des petites choses qu'ils vont pouvoir réutiliser au quotidien. La météo notamment. Et puis, à l'arrière de ces flashcards, donc ça, ce seront au niveau de la langue de communication. Puis ensuite, voilà, la dia suivante, on sera sur un langage de scolarisation.
Donc, dans ces flashcards, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir d'un côté l'image et on mettra le mot à l'arrière. Alors, pourquoi le mot à l'arrière? Puisqu'à un moment donné, on fera ce passage à l'écrit et puis il faut mémoriser aussi ce mot. Ça n'a pas de sens de le mettre en dessous de l'image puisqu'alors il ne fera aucun effort. Et donc, par la suite, pour entrer dans l'écrit, ce sera vraiment quelque chose qui va l'aider à pouvoir vérifier aussi cette reconnaissance de mots. Alors, ces flashcards, bien, on va les acquérir au fur et à mesure. On va les présenter aussi avec cette didactique spécifique en passant toutes les étapes que je vous ai montrées précédemment. Alors, bien sûr, on va y mettre, vous voyez, on parlait d'articles de déterminants. Donc, ça va être important de mettre un déterminant en fonction donc, du thème. On va mettre le même déterminant, la, le ou les, qui va donner une indication à l'élève. Et puis, on pourra dans une autre collection mettre peut-être un, une ou des. Donc, petit à petit, ils vont se familiariser avec tout ça. Alors, la trace du vocabulaire, eh bien ici, c'est l'arbre, voilà, l'arbre qui présente un peu l'arbre à mots, qui va ici vraiment rassembler, donner une trace à l'élève qui va pouvoir aller consulter s'il ne se souvient pas notamment. Donc, je vous rappelle que tous ces outils se retrouvent donc dans les fiches salle des profs. Un autre outil qui est intéressant, et il peut être intéressant pour les Ukrainiens, mais aussi même pour nos élèves qui sont vulnérables, c'est l'orthographe illustrée. On sait qu'il y a des spécificités ici orthographiques dans certains mots. Hein. Par exemple, ben oui, le mot accord, il faut 2 C, le mot âge, il y a un accent circonflexe. Je pense aussi le mot bibliothèque, où il y a un H, le mot habiter, où il y a aussi un H. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Et donc là, on va y mettre un dessin sur la particularité de ce mot qui va rappeler aussi l'ensemble du mot. Donc, ça va être un petit moyen mémotechnique qui permettra vraiment à l'élève. Donc, il y a toute une collection qui se trouve, déjà des fiches toutes faites, qui se trouvent donc dans le Padlet. Et bien sûr, ici, cette didactique spécifique, on vous en donne un exemple. En déployant ces didactiques et en construisant une unité d'apprentissage. Alors, unité d'apprentissage, ça ne veut pas dire pour autant une séquence d'apprentissage. L'unité, ça veut dire qu'on a traversé toutes les étapes de cette didactique. Donc, tant à l'oral dans un premier temps, évidemment en maternelle, on restera principalement à l'oral. On abordera un peu l'écrit, mais on sait qu'en primaire, l'écrit va prendre de plus en plus d'importance. Hein. Et donc, cette didactique, il y a un exemple, notamment sur les figures géométriques. Un autre onglet qui sera également, qui vous aidera, c'est l'éveil aux langues, la place de l'éveil aux langues, l'ouverture aux langues. Donc là, ce qui est intéressant ici, ça permet finalement à nos élèves aussi de pouvoir rencontrer d'autres langues hein, et de vivre des expériences finalement linguistiques un peu variées. Hein. On sait que coexistent dans certaines classes de nombreuses langues. Eh bien, ça va être l'occasion notamment eh bien, de faire, de valoriser l'élève qui arrive dans la classe, l'ukrainien, avec sa propre langue, de chanter peut-être des chansons, dans sa langue aussi d'en écouter, de lui demander de peut-être de dire quelques mots dans sa langue. Et on voit ici notamment des exemples, vous pourrez retrouver dans l'album Jeunesse Éveil aux langues, un tas d'albums qui permettent justement et qui sont parfois traduits dans d'autres langues et qui permettent aussi voilà, de voyager et d'ouvrir aussi un peu cette culture, cette interculturalité. Et on a bien sûr la journée des langues hein, qui se fait tous les ans. Donc, allez consulter. Il y a plein de ressources à l'intérieur et notamment des sites Internet qui vous enverront, notamment ici, dans la dia suivante, vers le site d'Ulala. On aime beaucoup ce site. Pourquoi? Parce que ça donne une approche comparative des langues qui s'effectue au travers de différents jeux, mais aussi grâce à des chansons, des histoires dans d'autres langues. Donc, c'est une belle opportunité finalement pour permettre aussi à nos élèves de s'ouvrir au monde et à d'autres cultures.
Alors, on a bien sûr nos programmes les programmes d'éducation, philosophie et citoyenneté, puisqu'on a là certaines compétences, notamment, qui travaillent à la fois sa découverte de l'autre et d'autres cultures aussi. Et puis, donc, ça permet justement de montrer, nous, en tant que citoyens, cette multiculturalité, elle est là présente. Et c'est important d'en tenir compte, d'être ouvert vers d'autres cultures aussi. Et ça permet aussi de mieux comprendre les différences, mais aussi de comprendre parfois qu'on a des similitudes. Donc, il y a à l'intérieur des programmes de nombreux exemples. Et puis, on a aussi en formation humaine et sociale, ce qu'on appelle dans les programmes actuels en primaire, le mode de vie des gens, en formation géographique. Donc, là aussi, il existe des idées, en tout cas de tâches, d'activités qui permettent justement de pouvoir ici découvrir d'autres cultures. Donc, c'est une belle occasion finalement de comprendre que nous ne vivons pas tous de la même manière ici et ailleurs, mais aussi même dans notre pays. Et finalement, grâce à la mise en place de la didactique spécifique, d'outils et surtout de bienveillance, de reconnaissance de ces élèves qui ne parlent pas la même langue que nous, de ces élèves qui vont être vulnérables au niveau de l'acquisition de la langue française. Et pour pallier à cette difficulté, donc on mettra en place certaines choses, mais n'oublions pas, bien sûr, que notre premier objectif, c'est qu'ils se sentent bien chez nous et qu'ils se sentent accueillis et que cet accueil soit réussi. La réussite scolaire, elle sera envisagée un peu plus tard si il s'installe à long terme. Mais si on met déjà certaines choses en place, eh bien, on peut déjà pallier peut-être à certaines difficultés. Déjà la première, pour se faire comprendre, pour communiquer avec les autres. Donc, en mettant en place certains outils, déjà dans l'éveil aux langues, les flashcards, enfin voilà, ça peut l'aider déjà à entrer en interaction et à se sentir un peu mieux, plus à l'aise finalement, de reprendre un peu confiance en lui. Ça va lui aussi lui apprendre le fait de travailler certaines activités, apprendre à prononcer correctement certains mots, mais également, vous voyez, par le biais aussi de nos flashcards, d'apprendre à utiliser l'article et à comprendre que ce déterminant est là devant le nom, mais aussi en travaillant des activités autour de la phonologie, d'apprendre aussi à moins confondre les sons, à mieux les percevoir, les entendre, mais aussi à découvrir l'alphabet. Le fait de travailler l'alphabétisation, ça va lui apprendre à connaître notre alphabet. Et peut-être la syntaxe que l'on va amener aux élèves à utiliser finalement le verbe être qui n'est pas présenté dans leur langue. Et grâce à cette didactique spécifique. Donc, finalement, comment utiliser la langue maternelle des élèves? Eh bien, ne pas lui interdire de parler dans sa langue maternelle, trouver des moments pour ça, pas tout le temps, mais en disant, tiens, on va lui accorder certains moments et par l'éveil aux langues, ça va être une belle occasion au moment où on apprend la langue française, le fait de comparer les langues, s'appuyer sur cette langue maternelle pour identifier les interférences finalement, créer des moments où il pourra s'exprimer aussi dans sa langue, mais aussi comparer avec sa langue, peut-être lui demander s'il est capable, tout dépend de son âge, de dire, tiens, comment ça se dit dans ta langue? Voilà, et comparer finalement au niveau grammatical, comparer la syntaxe, essayer parfois, nous, de répéter dans sa langue. Pourquoi? Parce que là, il va se sentir expert dans sa langue par rapport à nous. Et donc, ça va le valoriser finalement dans sa langue, puisque nous, ça va être compliqué parfois de répéter un mot en ukrainien. S'intéresser aussi à sa langue, à ses particularités, aller consulter, peut-être de voir quelles sont les spécificités de sa langue et dans un premier temps, vraiment créer un climat de confiance. Donc, il faut qu'il puisse comprendre que ce n'est pas évident pour lui, évidemment, d'apprendre la langue française, mais le moins de petites choses, c'est valoriser sa prise de parole aussi et peut-être s'il y a un autre élève, ça arrive parfois qu'on ait des élèves d'origine ukrainienne dont les parents parlent ukrainien et donc qui connaissent peut-être quelques mots, et bien profiter finalement de faire un petit tutorat qui va finalement aider et permettre à cet élève-là de mieux
comprendre un peu ce qu'on lui demande. Alors, on parlait d'évaluation diagnostique. Dans un premier temps, évidemment, on ne va pas se focaliser discipline, mais on va se focaliser plutôt sur les profils interactionnels, de voir un peu comment il agit dans la classe avec les autres. Est-ce qu'il vient, je veux dire, parler facilement? Est-ce qu'il intervient, il essaye d'intervenir? Donc, l'outil Solem, je vous propose d'aller le consulter, va vous donner des pistes en tout cas pour pouvoir le faire et pour pouvoir observer de manière différente, de manière plus informelle, d'observer donc les élèves quand ils sont là au coin, si on est en maternelle, dans des coins symboliques ou quand ils sont dans des groupes de travail, peut-être en train d'échanger avec les autres. Voilà ce qui concerne en tout cas certains outils. Voilà, vous pourrez aller consulter tout ça dans le Padlet, dans la salle des profs. Et là, Christophe vous fera tout à l'heure une brève présentation. Voilà, donc merci Bernadette. Donc on a de nombreuses réactions dans la partie questions-réponses. Tout J'imagine. d'abord, on te remercie pour tous ces outils qui, comme tu l'as dit, seront présents dans la salle des profs et sur le Padlet à la fin de ce webinaire. Ensuite, certaines personnes s'inquiètent de la difficulté pour les enfants d'apprendre une langue avec des signes qui sont comparés à du chinois, par exemple. Mais voilà, ici, je pense qu'on propose des activités. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Alors, dans un premier temps, c'est de mettre tout en place pour pouvoir communiquer un maximum avec lui, hein. Donc, aidez-vous des flashcards, aidez-vous des mimes, faites beaucoup de mimiques. Je pense que se faire comprendre, on peut se faire comprendre aussi de manière non verbale aussi. Accompagnez-le, essayez aussi d'avoir un petit tuteur dans la classe aussi, de manière à ce qu'il ne se retrouve pas seul. Donc, dans un premier temps, on va se focaliser vraiment pour qu'il se sente bien dans la classe. Et les apprentissages scolaires vraiment disciplinaires, ben, ça viendra petit à petit. Voilà, c'est la première, pour moi, premier objectif. Tu nous parles justement des flashcards. Il y a quelqu'un qui demande si c'est intéressant de mettre les mots en français et en ukrainien à l'arrière, ou est-il plus intéressant de le lire en français uniquement pour une immersion totale? Ben, écoutez, disons que vous allez retrouver d'ailleurs dans le Padlet, hein, vous verrez, pour les rassurer, ben, on peut peut-être dans un premier temps montrer aussi comment ça s'écrit en ukrainien, et ça permettra à nos élèves aussi de voir. Mais on va petit à petit, évidemment, enlever l'ukrainien pour se focaliser sur la langue française. Mais dans un premier temps, pourquoi pas, puisque ça va lui permettre de faire des comparaisons aussi. Nous avons aussi une question concernant l'organisation de la journée. Donc, comment leur faire occuper leur journée? On les a inclus dans nos activités, mais la barrière de la langue est très difficile à surmonter avec des petits. Je pense que tu as déjà... Oui, je sais que quand ils arrivent, il faut leur laisser le temps de découvrir la classe. Et notamment, Vincent disait l'important que ces élèves puissent déjà se repérer dans la classe. Donc, mettez tout en œuvre. Et on a là de nombreuses activités qui sont présentées en formation géographique, notamment et même historique, qui permettent déjà de se dire, l'élève, il doit savoir ce qui va se passer dans la journée aussi. Il doit savoir où situent les lieux. Il doit savoir quels sont les intervenants qui vont arriver. Donc, présenter un maximum de manière visuelle ces choses-là et permettez-lui aussi, peut-être de ne pas... De permettre de faire un peu des choses qu'au départ, de découvrir peut-être certains lieux de la classe, d'expliquer aux autres qu'il est dans la découverte et petit à petit, il va venir voir, il va s'intéresser, il va avoir envie, mais ce n'est pas le forcer au départ à faire quelque chose en tout cas. Alors, on a encore deux sujets. Donc, on a les deux questions qui concernent le fait d'avoir d'autres enfants en difficulté dans la classe et de devoir en plus prendre en charge ces enfants ukrainiens. Donc, il y a un stress par rapport à ça. Oui, je sais que on a beaucoup d'élèves qui sont vulnérables au niveau de la langue, mais franchement, ces ressources qu'on vous a mis à disposition, déjà cette didactique, elle est bien sûr orientée, ici avec le thème ici que l'on a pris aujourd'hui des Ukrainiens, mais c'est utile pour tous les élèves qui sont vulnérables au niveau de la langue. Donc, même si vous avez des élèves belges dont la langue maternelle, la langue française, on sait qu'ils sont en difficulté au niveau de l'acquisition de la langue, mais cette didactique va
va leur servir aussi. Donc, ça peut apporter en effet quelque chose à tous vos élèves. Alors, il y a une question concernant où trouver le temps de donner du cours de français de base à l'élève ukrainien. Peut-être que tu y as répondu en parlant du FLA, peut-être, ou de... Oui, on est là. Bon, on a bien sûr ces périodes-là. Maintenant, je sais que ces élèves sont inclus dans les classes. Bon, certains vont se retrouver peut-être dans des classes d'ASPA, mais là, automatiquement, ils vont être avec quelque chose de plus spécifique, avec une intégration petit à petit et puis une inclusion par la suite. Mais comment vais-je dire? Ça va être de se dire par moment, eh bien, je vais peut-être créer, si j'ai la possibilité d'avoir quelqu'un qui puisse m'accompagner, ou créer parfois un petit groupe, un groupe de besoins et permettre justement à ces élèves en difficulté de travailler aussi entre eux, essayer de créer des petits groupes d'activités aussi et de se focaliser en fonction donc, des besoins des élèves. Ok, merci beaucoup Bernadette. Et alors, je termine juste en donnant l'exemple de Coraline qui a déjà mis en place un tableau sonore pour son élève âgé de 5 ans. Donc voilà, on a tout déjà à fait. De... Et ce tableau sonore est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il s'agit d'un support plastifié avec des pochettes de plastique, avec des haut-parleurs, et ça permet d'enregistrer un mot ou même une phrase. Et donc, l'élève qui a cette flashcard peut aller appuyer et réentendre finalement de nouveau ce mot qu'il ne connaît pas et petit à petit se familiariser aussi avec ces mots. Merci Bernadette. Un outil en plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Je te propose de passer la parole à Jean pour le côté numérique. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent et merci à mes collègues pour leur intervention. Donc moi aujourd'hui, vraiment, le but principal pour moi, c'est vraiment de vous montrer deux outils qui pourront vous être utiles au quotidien avec donc vos élèves en classe. Le premier va être une application donc sur tablette ou bien sur smartphone, que vous soyez chez Apple ou Android. Donc l'application est totalement gratuite. Donc ce que je vais faire, c'est vous laisser découvrir directement ce petit tutoriel pour utiliser donc cette première application. On me dit juste en studio si le son fonctionne bien. L'application Microsoft Translator peut être téléchargée dans l'App Store ou bien dans le Play Store. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez cliquer sur l'icône Translator. Vous avez une première possibilité en cliquant sur le micro. Arrivé à ce stade, choisissez en bas à gauche la langue dans laquelle vous parlez et en bas à droite la langue dans laquelle vous voulez que votre enregistrement soit traduit. Une fois les paramètres réglés, cliquez sur le micro et enregistrez-vous. Nous sommes très heureux de t'accueillir dans notre classe. Ми дуже раді вітати вас у нашому класі. On peut remarquer que la traduction audio a été réalisée automatiquement. En haut, votre texte en français. Au milieu de l'écran, le texte traduit en ukrainien. Et si vous glissez votre doigt vers la gauche, vous allez avoir la prononciation phonétique. Si vous voulez maintenant comprendre la personne parlant ukrainien, il vous suffit de cliquer sur les deux flèches en bas à gauche de l'écran. Une fois que cela est fait, vous pouvez demander à la personne de parler dans sa langue afin que la traduction en français s'effectue. Привіт всім. Bonjour à tous. Cette première possibilité pourra vous aider dans votre communication. Deuxième possibilité que je vais vous expliquer est un chat entre deux ou plusieurs personnes. L'option de l'application va permettre une traduction en direct dans la langue des interlocuteurs. Pour réaliser cette communication, il est impératif d'avoir un outil pour l'enseignant et un outil pour le ou les élèves. Voici comment ça fonctionne. Premièrement, pour l'enseignant, cliquez sur le bouton avec les deux bonhommes. L'enseignant va cliquer sur démarrer donc une nouvelle conversation. À ce stade, l'enseignant va pouvoir mettre son prénom ou son nom et la langue dans laquelle il parle. Il va appuyer sur Entrée. Une conversation est en train de se charger. Maintenant, aux élèves de cliquer sur les deux petits bonhommes sur leur appareil.
À ce stade, l'élève a le choix soit d'entrer le code qui est sur la tablette de l'enseignant, ou bien alors de scanner directement le QR code. Ce que je vais faire ici, je clique sur l'appareil photo et je viens donc scanner le QR code directement. On voit que l'enfant va pouvoir indiquer son prénom et va pouvoir indiquer la langue dans laquelle il parle. Tous les deux vont rejoindre la conversation et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un chat en direct. Je suis l'instituteur, je vais demander à Valentin comment il va, je clique sur le micro. Bonjour Valentin, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? On voit que chez l'instituteur, la langue parlée est bien le français et ça se traduit automatiquement chez l'élève en ukrainien. Inversement, pour l'élève ukrainien, il va pouvoir appuyer sur le micro. Privit. Maintenant, on voit bien l'élève dans sa langue ukrainienne avec « moi, je le vois directement en français ». Ces deux pistes intéressantes vont vous aider au quotidien avec les élèves que vous allez accueillir dans vos classes. Voilà, donc ici on remarque donc vraiment cette application-ci, donc on mettra donc les liens dans le Padlet évidemment, mais c'est vraiment une application qui va vous aider au quotidien pour, comme on l'a dit durant tout ce webinaire, c'est créer des liens, faire en sorte que l'élève aussi prenne confiance dans la classe, avec vous, avec les autres enfants. Donc ça, ce sera vraiment une partie hyper intéressante et importante pour vous dans la communication pure et dure. Deuxième outil maintenant que je voulais vous présenter, c'est l'application qui s'appelle le lecteur immersif dans Microsoft Éducation. Donc, vous avez peut-être un compte Microsoft Éducation et vous allez pouvoir, grâce à ça, choisir un texte que vous avez créé dans un Word. Donc, c'est vraiment, là, on part vraiment d'un texte Word. Je prends d'actualité, donc, la fête des mamans. Donc, on voit que vous avez écrit en français donc, le texte pour la poésie de la fête des mères. Et vous allez voir que grâce à quelques petits boutons, vous allez pouvoir traduire le texte que vous avez écrit en ukrainien ou en russe ou même dans une autre langue. Pour ce faire, quand on est sur son texte en Word, vous allez pouvoir cliquer sur Affichage. Et quand vous êtes sur Affichage, vous avez le lecteur immersif. Alors, le lecteur immersif est extrêmement utilisé dans les classes, surtout pour les enfants 10, d'accord, parce que nous avons énormément de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais vous allez pouvoir faire en sorte d'avoir un imagier pour tous les mots. Donc, ça peut éventuellement aussi aider les élèves parlant une autre langue de pouvoir apprendre avec vous en classe grâce à ce lecteur immersif des mots en français. Ça, c'est vraiment une première chose. La deuxième qui va vraiment ici nous intéresser, ça va être la possibilité donc de traduire les mots ou les phrases dans la langue de l'enfant. Donc là, mon texte, je le vois qui se trouve donc en Word. Je viens cliquer en haut à droite ici sur les petits livres. Et là, on va demander de choisir la langue dans laquelle je veux traduire mon texte. Ce que je vais faire, donc je vais choisir, on a quand même pas mal de langues, on a du chinois, du grec, du russe, et je vais aller tout en bas pour choisir donc l'ukrainien. Donc je clique sur ukrainien et là on me dit ok, soit on traduit mot par mot ou bien on va traduire tout le document. Et là moi ce que je vais faire c'est vraiment traduire tout le document. On voit directement que mon document sur la poésie de la fête des mères est traduit évidemment en ukrainien. Donc si moi je clique sur un mot ukrainien, on va aussi pouvoir l'écouter. Crème. Crème. Voilà, je ne sais pas si vous entendez bien, donc crème, et le mot crème en français. Donc on peut vraiment faire la relation aussi pour les élèves en fonction des besoins et en fonction aussi de votre réalité de terrain. Maintenant, chose que vous pouvez éventuellement faire aussi, c'est donc de copier ce texte-là pour pouvoir l'imprimer. Donc en gros, je clique sur les A pour diminuer donc moi mon texte. Donc on voit ici la poésie sera écrite en ukrainien. Je vais sélectionner tout mon texte. Et là, vous faites un copier-coller sur un nouveau texte Word pour pouvoir l'imprimer. Donc là, j'ai repris un nouveau texte Word. Et maintenant, donc, le texte est écrit en ukrainien. Tout ça va faire aussi en sorte que vous allez pouvoir communiquer avec donc, les parents, éventuellement, pour avoir une communication aussi plus fluide par rapport à ce qui se passe.
Donc voilà un petit peu, je suis très rapide dans mon explication, mais nous, les CTP, évidemment, nous sommes là vraiment pour vous aider dans cette implication et dans des outils numériques en fonction vraiment de vos besoins au quotidien. Je vais arrêter mon partage. Je ne sais pas si Benoît... Oui, voilà. Il y a une réaction par rapport au fait que ce serait bien que vos outils en ukrainien soient écrits en français phonétique. Mais je pense que tu l'as montré dans Microsoft Translator que c'était possible. Surtout en ukrainien, oui, c'est ça, quand on glisse le doigt vers la gauche, oui. Voilà. Alors, ça, tu l'as souligné aussi, mais on nous donne souvent des infos en ukrainien, mais celui qui est dans ma classe parle russe. Donc, que faire? Mais tu as montré. Voilà. Exactement. Donc là, on peut éventuellement changer la langue. Donc avec les tutos qu'on va placer sur le Padlet, vous allez voir qu'on peut, et en téléchargeant l'application, c'est assez simple de pouvoir vraiment cliquer et choisir la langue de l'élève. Et alors que quelqu'un se posait la question, qui utilisait Google Traduction apparemment et avait l'air de dire que la traduction n'était pas toujours correcte et se posait la question de montrer des images aux enfants ou d'utiliser d'autres techniques. Voilà, donc moi, à part Privit, vous avez bien vu tout à l'heure, je ne connais pas bien l'ukrainien, donc c'est vrai que là, il faut vraiment avoir le ressenti des élèves que l'on accompagne au quotidien et des parents pour vraiment ajuster un petit peu cette traduction. Mais apparemment, cette traduction, donc Microsoft Translator, fonctionne quand même assez bien avec les élèves qui l'utilisent en classe. Non, Jean, tu as été très clair, on n'a pas d'autres questions. Merci. Merci Benoît. Merci. Je propose à Christophe de reprendre la parole pour la fin de ce webinaire. OK. Merci Mathieu. Alors, avant de prendre la main pour pouvoir vous passer en revue les différents outils dont on a parlé aujourd'hui, brièvement vous parler de 2-3 choses ici. Donc la première chose, c'est il y a énormément, enfin pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes des questions qui portent sur plutôt le mode organisationnel par rapport au dispositif d'ASPA, FLA. Donc ça, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, on ne va pas aller sur ce champ-là, mais par contre, je vais évidemment vous donner des informations pour obtenir ces réponses. Donc la première solution, c'est cette fameuse circulaire 85-17 que vos directions ont reçue. Donc ils sont tous coutumiers du fait, ils en reçoivent à l'appel, donc n'hésitez pas à prendre cette référence-là et leur demander de pouvoir vous transmettre cette circulaire. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser, mais c'est surtout eux que ça va intéresser par rapport à l'organisation de leur école. Deuxième piste, et ça aussi vos directions connaissent par cœur ce service, à la FEDEFOC, nous avons un service juridico-administratif, et donc là, parlez-leur de Céline Grillet ou Véronique Noël ou de Laurent Gruson, ils n'auront aucun problème à les identifier et ils ont leur numéro de téléphone en favori dans leur smartphone, c'est certain. Donc, dites-leur de téléphoner au service juridico-administratif de la FEDEFOC et ils auront toutes les informations nécessaires. Je vais vous parler du Padlet après, de la salle des profs et de la brochure. Donc, je vous touche juste un petit mot sur les formations FOSEF. Donc, vous savez sans doute que depuis 4 ans maintenant, à la FOSEF, nous avons une offre micro dans les écoles. Bernadette, qui a parlé et vous a proposé pas mal d'outils, fait partie de l'équipe qui se déplace dans vos écoles pour vous former. Donc, ça peut toujours faire partie de votre plan de formation, plan de développement professionnel, puisque nous l'avons rebaptisé, pour l'année prochaine ou l'année à venir. Donc là, si on est sur des perspectives plus lointaines, que ce soit pour les Ukrainiens ou pour d'autres enfants, il existe cette perspective pour votre école. Les catalogues de formation vont sortir dans le courant du mois de mai, dans le courant de la semaine prochaine, et dedans, il y a de mémoire, tout diocèse confondu, 14 offres de formation qui vous sont proposées et qui vous permettront sur 2 jours, voire même sur 8 pour une des propositions, de pouvoir travailler, apprendre et améliorer vos compétences par rapport dans ce domaine-là. Alors, je vais maintenant juste prendre le contrôle un moment. Ça demande un petit peu de temps pour que je puisse arriver à mon écran. Voilà, je pense que je vais y arriver. Si on peut me faire un petit signe pour me dire que c'est bon. OK, parfait. Alors, donc là, je vais vous parler de ces fameux outils dont on a si souvent évoqué le nom aujourd'hui. Le premier que vous voyez à l'écran, là, pour le moment, c'est ce fameux Padlet. Alors, le Padlet, c'est un simple, pour ceux qui ne connaissent pas,
vous le retrouvez simplement avec un lien URL qui va être mis dans la conversation de la question-réponse maintenant. Donc, copiez-le, enregistrez-le et dans vos favoris et vous pourrez y accéder tout le temps. La particularité de ce Padlet, c'est que nous allons ajouter à tout moment des autres ressources. Et donc, il y aura une mise à jour qui se fera automatiquement chez vous et vous aurez accès à ces nouvelles ressources que nous mettrons ensemble. Alors, comment est-ce que ça s'organise? Vous voyez ici qu'il y a différentes colonnes avec systématiquement au-dessus de la colonne le nom de la catégorie. Alors, je vous ai parlé des événements traumatiques tout à l'heure. Eh bien, voilà, une première colonne avec 3 documents qui vous permettent d'aller chercher des informations supplémentaires là-dessus. Le deuxième, inclusion, c'est cette fameuse brochure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, le premier lien vous amènera vers l'extranet du CEGEC. Normalement, vous avez tous reçu des identifiants. Si vous ne les avez pas, vous pouvez, via votre direction, sans doute contacter le service communication du CEGEC et là, ils pourront vous aider à les retrouver si vous ne les avez pas. Mais pour que vous puissiez être efficace dès le départ, on a décidé en fait de vous mettre un deuxième lien qui est vers un WeTransfer. Et donc là, vous pourrez avoir accès. Je n'ai pas mis de temps, donc il va rester, ce sera illimité. Vous aurez accès au téléchargement de cette brochure. Alors cette brochure, je vais vous la montrer ici. Voilà. Donc c'est une brochure que nous avons réalisée avec une équipe de différents services de la fédération, de la FEDEFOC, et donc il s'intitule « Quelles pratiques d'inclusion pour soutenir les compétences langagières des élèves ?» Je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez qu'il y a une mine d'informations là-dedans à l'adresse des directions et des enseignants. Donc, on a décidé de travailler, Vincent, vous avez touché un mot tout à l'heure, avec des experts. Ce qu'on appelle les experts, c'est que ce sont des gens qui sont sur le terrain. Donc, on a des universitaires, on a des formateurs, on a des directions, on a des enseignants. Et à tout ce monde-là, on a posé des questions et nous, on a collationné toutes ces informations-là et on en a extrait ce qui nous paraissait le plus pertinent pour pouvoir vous proposer cette brochure. Alors, on va sur 4 volets. Un volet accueillir, ici en jaune, un volet enseigner et apprendre, un 3e volet qui est collaborer et un 4e volet qui est sur se former. Et donc, vous avez 32 pages avec des informations, des liens. Il y en a énormément. Si je vais à la fin de cette brochure, on vous donne énormément de supports. Voilà, ici, il y a des liens vers différents sites Internet. Et voilà, regardez, j'en avais énormément. Alors, ce qu'on a fait, évidemment, c'est qu'on n'a pas voulu vous mettre tous les liens possibles, mais on a chaque fois, dans chacune des catégories, sélectionné ce qui nous paraissait le plus pertinent, parce qu'on sait très bien que si on vous noie sous les liens, c'est moins productif que de les avoir sélectionnés pour vous. Alors, si je reviens sur ce Padlet, je vais vous en parler de quelques-uns, mais je vous laisserai évidemment le parcourir. La 3e colonne me paraît être essentielle parce que vous n'iriez peut-être pas naturellement, mais ce sont 2 sites et je vais vous parler surtout du premier, info et vidéo en ukrainien. Donc c'est un site qui nous a été donné par l'UNICEF Ukraine et qu'il faut partager, qu'il faut montrer aux parents ukrainiens. Il est écrit en ukrainien et donc dedans vous allez retrouver, ils vont retrouver, parce que vous n'y comprendrez sans doute rien, moins que vous utilisez les outils de Jean, des informations sur des ressources pédagogiques pour les enfants en ukrainien. Il va y avoir aussi des newsletters du gouvernement pour pouvoir tenir au courant les parents. Et il y a aussi, surtout, moyen pour les parents, on parlait du trauma tout à l'heure, moyen de prendre des rendez-vous avec des psychologues en ligne, des psychologues ukrainiens, évidemment. Et donc, voilà, donc ce sont peut-être c'est un outil qui peut être très intéressant pour les parents. Alors, je passe très rapidement en revue ici. On a, pour faciliter la communication, on va avoir des petits livrets de communication ukrainien avec l'équivalence français, ukrainien et même la traduction phonétique. On a des documents intéressants du Conseil de l'Europe. Et puis alors après, c'est ici qu'on va retrouver notamment tous les outils dont Bernadette vous a parlé pour se présenter, des activités de vocabulaire. Il y en a énormément ici. Je ne vais pas vous voyez ici celle que vous a montrée sur
le vocabulaire. On a des albums, des chants, on a des évaluations diagnostiques. Comme Bernadette vous l'a donné tout à l'heure, la priorité serait peut-être par rapport aux évaluations diagnostiques d'aller vers ce que l'outil Solem propose, puisque là, il va plutôt se focaliser sur les interactions entre les enfants, voir comment ils jouent, voir comment socialement il interagit. C'est peut-être une priorité. Et dans un second temps, on vous propose des évaluations diagnostiques qui, elles, toucheront plus le langage. Et donc là, imaginons qu'ils soient encore là en septembre, il sera peut-être temps d'aller vers ces évaluations diagnostiques, mais n'y allez pas maintenant, s'il vous plaît, ça rajouterait du stress pour eux. Ici, l'accueil, ça c'est toute la partie dont Vincent vous a parlé. Vous allez retrouver énormément d'outils qui peuvent vous aider par rapport à l'accueil des enfants. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour ici. Vous parlez encore de l'ouverture aux langues que vous retrouverez aussi sur la salle des profs. PK, c'est le parcours d'éducation culturelle et artistique. Il y a une collaboratrice chez nous qui a fait un très gros travail par rapport à tout ce qu'on peut faire par rapport à cette discipline, et en la mixant avec les apports par rapport au Flesco. Et donc, vous avez un exemple typique là d'une discipline et de ce en quoi le Flesco, qui est transversal, peut apporter. Et alors, je tirerai votre attention sur une dernière chose. Dans les ressources diverses, vous allez avoir un fascicule très intéressant qui était qu'on nous a envoyé, que la Fondation Rambaud doit nous envoyer suite à un webinaire sur le même sujet qu'ils ont donné la semaine dernière. Et donc, il y a une mine d'informations ici dans les 3 langues, français, anglais et néerlandais. Donc, allez voir là-dessus. Voilà pour le Padlet. Je pense qu'on l'a mis dans... oui, on l'a mis, parfait. Donc, copiez, collez-le, sauvegardez-le. Voilà, on le remettra aussi sur la page Facebook de la FOSEF. Alors, dernière petite chose, cette fameuse salle des profs que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, deux onglets principaux. Celui FLA d'ASPA, où vous allez retrouver ici la fameuse brochure dont je vous parlais, vous pouvez la télécharger par ici, mais en bas ici des fiches pédagogiques. Je vais vous en montrer 2. La première ici, c'est le point sur le Flesco et les dispositifs FLA d'ASPA. C'est un peu tout ce que Bernadette vous a montré tout à l'heure par rapport au métalangage. Qu'est-ce que le FLE, qu'est-ce que le français langue de scolarisation, etc. Vous allez retrouver des informations encore plus précises que ce que Bernadette vous a donné tout à l'heure. Un deuxième document que vous allez retrouver, c'est cette fameuse didactique pour pouvoir enseigner le vocabulaire. Et donc, c'est différentes étapes, à l'oral dans un premier temps, et puis par la suite, par rapport à l'écrit. Et donc, il y a toutes des étapes à suivre. C'est important de respecter cet ordre chronologique pour pouvoir mettre l'enfant dans les meilleures dispositions pour d'abord bien comprendre les mots, les nouveaux mots qu'il entend avant de pouvoir les produire lui-même. Et donc, vous verrez, il y a toute une sorte de... Il y a ces étapes et puis des jeux qui vont avec. Voilà par rapport à ces 2 aspects-là. Je reviens un moment sur la salle des profs pour vous montrer que ici, dans la partie langue, vous avez ce fameux onglet Éveil aux langues dont Bernadette vous a parlé aussi tout à l'heure et qui vous donneront voilà, une mine d'informations, des vidéos, des rendez-vous, des jeux, des activités en tout genre et donc qui pourront vous être extrêmement utiles par rapport à vos prochains défis avec ces enfants. Voilà, je vais départager mon écran. Voilà, qui est fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Une question pratico-pratique. Donc, que va-t-il se passer en septembre pour ces enfants qui sont pour le moment en classe d'ASPA? Pourront-nous garder les 12 périodes d'ASPA ou vont-ils rejoindre les classes à temps plein? Voilà, donc ça, c'est typiquement la question pour le service juridico-administratif. Je suis certain qu'ils seront sur le pied de guerre demain pour répondre à vos questions, ce genre de questions-là. Ce n'est vraiment pas mon domaine, donc je préfère pas m'aventurer là-dessus, mais eux auront des réponses ultra précises à vous apporter. Donc je le répète, service juridico-administratif de la fédération, et vous pouvez contacter l'équipe de Laurent Gruson, c'est-à-dire Céline Grillet ou Véronique Noël. Une autre question, les CEB seront-ils adaptés pour nos Ukrainiens?
Les CEB, alors ça m'étonnerait très fort que nous ayons pu mettre ça en place. Je ne sais pas si Bernadette, tu as une idée par rapport à ça, mais je pense que ce ne sera absolument pas faisable. Dans les temps impartis, je pense que ce ne sera pas possible. Non, Bernadette hoche de la tête, à mon avis. Je crois qu'on est d'accord, ce ne sera pas de mise. Ok, sinon pour le reste, je crois qu'on a les différents participants remercient encore pour les différentes ressources proposées. Ok, bon. Donc, il me reste, avant de conclure, juste à faire 2 petits rappels pour vous. Le premier rappel, c'est cette fameuse 5e question du WooClap. Donc, cette évaluation en 2 points, une sur le contenu, une sur le support technique. Donc, si vous pouviez répondre à ça, ce serait très utile pour nous. Le deuxième rappel, hein, c'est pour vous dire que dès demain, sur la page Facebook de la FOSEF, nous allons poster le replay de ce webinaire. Et sans doute dans le courant de la semaine prochaine, il sera également sur la salle des profs. Donc ça, c'est une information importante pour pouvoir permettre à ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui de pouvoir bénéficier quand même de ce qu'on a pu apporter aujourd'hui. Et enfin, il me reste donc simplement à vous remercier pour votre présence, votre participation à travers le chat et surtout pour tout ce que vous allez mettre en place, je n'en doute pas une seconde, dans vos écoles et dans votre classe, que ce soit pour les enfants ukrainiens qui viennent d'arriver ou pour les autres enfants issus d'autres immigrations. Il ne faut certainement pas les oublier. J'avais commencé avec ça et je termine aussi avec ça, avec cette dernière dia qui vous montre que notre intérêt n'est pas tourné que vers les enfants ukrainiens, mais vers tous les enfants réfugiés qui viennent dans nos classes et dans nos écoles. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci à tout le monde. Bonsoir, merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci également.